Que penses-tu qu'une épouse fait toute la journée pendant que son mari se tue à la tâche, cumulant 5 boulots juste pour garder un toit au-dessus de leur tête? Peut-être qu'elle est à la maison, l'attendant, préparant le dîner, le manquant, hein? Peut-être qu'elle fait des gâteaux, regarde l'heure, impatiente qu'il franchisse la porte pour l'embrasser et lui dire combien elle l'aime. Ouais. C'est ce que je croyais aussi. Mais non. Pendant que je me tuais à la tâche pour offrir tout à ma femme, elle s'amusait à la maison avec un beau mec dans notre lit. Dans le lit que j'avais payé. Dans la maison que j'avais payée. Vivant la vie que j'avais construite pour elle. Et quand je l'ai découvert? Oh, je ne me suis pas contenté de la confronter. J'ai veillé à ce qu'elle le regrette jusqu'à la fin de ses jours. Mais reculons un peu, car je m'emballe. Je croyais que le travail acharné était la clé d'une vie heureuse. Que si tu donnais tout, tu serais récompensé par la loyauté, l'amour et la sécurité. Je l'avais appris de mon père, un homme qui s'était usé les mains jusqu'à l'os pour subvenir aux besoins de sa famille. Et comme lui, je me jetais dans la galère, convaincu que chaque heure sup, chaque nuit blanche valait la peine pour l'avenir que ma femme, Léa, et moi construisions ensemble. Nous vivions dans une banlieue calme juste à l'extérieur de Lyon, rien d'extraordinaire, mais c'était chez nous. Une maison de 2 chambres avec un petit jardin devant, un arrière assez grand pour des barbecues d'été, et un crédit qui me semblait une montagne à gravir chaque mois. Je n'avais pas peur du travail, pourtant. Je l'accueillais. J'avais 5 boulots. 5. Le jour, je bossais sur un chantier dans le centre de Lyon, aidant à monter de nouveaux immeubles de bureaux, les mains écorchées à porter des matériaux lourds, les muscles en feu à soulever des poutrelles d'acier. Quand mon service finissait, je filais à mon deuxième job comme vigile dans un entrepôt, où je passais des heures à arpenter entre des rayonnages immenses de marchandises, mon souffle visible dans les chambres froides. De minuit à l'aube, je faisais le ménage dans un lycée, récurant la gomme sous les bureaux et passant la serpillière sur des sols qui seraient sales à nouveau le matin. J'avais un petit boulot le week-end, livrant pour une entreprise de traiteur local, trimballant des plateaux de nourriture au mariage, slalomant dans la circulation, tout ça pour quelques euros de plus. Et entre tout ça, je faisais des bricoles pour les voisins, réparer des fuites, consolider des clôtures, n'importe quoi pour faire rentrer l'argent. C'était brutal. J'étais toujours épuisé, les bras douloureux, les jambes à peine capables de me porter certains jours. Mes mains étaient si sèches à force de ciment et de produits ménagers que Léa plaisantait en disant que j'avais les mains d'un vieillard. Je rigolais. Je me disais que c'était temporaire, qu'un jour, tout cet effort paierait. Léa n'avait pas besoin de travailler. Je lui avais dit qu'elle n'avait pas à le faire. Elle était artiste en herbe, et je voulais qu'elle ait la liberté de courir après sa passion. Elle passait ses journées à la maison, peignant dans son petit atelier, suivant des cours de yoga, retrouvant des amis pour un café dans ce bistrot branché du centre-ville. Je ne me plaignais jamais. Ça me rendait heureux de savoir qu'elle était heureuse. Mais au fond, je commençais à sentir la pression. On se voyait à peine. Quand je rentrais, Léa dormait généralement. Quand elle se réveillait, j'étais déjà à mon prochain boulot. Nos conversations se réduisaient à des textos courts, des listes de courses et des rappels pour les factures. Je me disais que c'était normal, que plein de gens bossaient dur pour leur famille. Puis, de petites choses ont commencé à me déranger. Je rentrais après une journée de 16 heures éreintante, m'attendant à voir la dernière toile de Léa fièrement exposée dans le salon, mais la toile était vierge. Je n'étais pas d'humeur à peindre aujourd'hui, disait-elle. Certains jours, elle se plaignait d'être fatiguée, ce qui me semblait toujours bizarre. Fatiguée de quoi? Elle avait tout le temps du monde. J'ai commencé à remarquer qu'elle ne demandait plus de mes nouvelles. Plus de « Comment s'est passée ta journée » ou « As-tu mangé ?» Elle m'envoyait autrefois des messages doux pendant mes services, mais maintenant, des heures passaient sans un mot d'elle. Pourtant, j'ignorais ce sentiment dans mes tripes. Je me disais que j'étais juste surmené, que j'en faisais trop. Léa m'aimait. Elle ne jetterait pas tout ce qu'on avait bâti, pas après tout ce qu'on avait traversé ensemble. Et puis, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Je me traînais dans l'allée, chaque muscle de mon corps douloureux après un nouveau service brutal. L'air froid de la nuit mordait ma peau tandis que je cherchais mes clés, la rue étrangement calme sauf pour le bruissement occasionnel des feuilles. Il était plus de 3 heures du matin, et le monde autour de moi était mortellement silencieux. Je tournais à vide, mais ce n'était pas nouveau. Je m'étais habitué à l'épuisement constant, à la façon dont mon corps me lançait, à la vision qui se brouillait sur les bords quand je me poussais trop.
C'était juste une partie de la galère. 5 boulots ne laissent pas beaucoup de place pour autre chose. Tout ce que je voulais, c'était poser mes godasses près de la porte, prendre une boisson fraîche dans le frigo, et m'effondrer sur le canapé pour les miettes de repos que je pouvais grappiller avant le prochain service. Mais alors je l'ai vue. La poubelle. Débordante. Posée exactement là où elle était hier. Je me suis arrêté net, la mâchoire serrée. Léa avait encore oublié de la sortir. J'ai expiré lentement, refoulant la frustration qui montait en moi. Ce n'était pas la première fois. Ça n'aurait pas dû être grave. Mais après m'être tué à la tâche jour après jour, les petites choses commençaient à me peser. J'ai attrapé la poubelle par les poignets et les roulé vers le trottoir. Les roues cliquetaient bruyamment sur le bitume, brisant le calme de la nuit. C'est là que l'odeur m'a frappé. Quelque chose d'aigre. Pourri. Qui traînait dans l'air froid. J'ai soulevé le couvercle, prêt à tasser les sacs pour faire de la place. Et c'est là que je l'ai vu. Un préservatif usagé, posé juste au-dessus du tas. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai cligné des yeux, fixant, comme si mes yeux me jouaient un tour. Mais non. Il était là. Il a fallu une seconde à mon cerveau pour rattraper, pour traiter ce que je regardais. Le bout de caoutchouc fin et froissé était à peine couvert, jeté négligemment comme si ça ne comptait pas. Comme si celui qui l'avait mis là n'avait même pas pris la peine de le cacher. Une vague froide de nausée m'a traversé. Mon premier instinct a été le déni. Peut-être que ce n'était pas ce que ça semblait. Peut-être que ce n'était même pas à nous. Mais alors la réalité s'est installée, tranchante et impitoyable. Léa et moi n'avions pas été intimes depuis des mois. Je suis resté là, agrippant le bord de la poubelle si fort que mes jointures blanchissaient. Mon cœur cognait contre mes côtes, mon estomac se nouait. Non. Non, non, non. Mon esprit cherchait une explication. Peut-être qu'il traînait là depuis longtemps, enfoui sous d'autres déchets et qu'il venait de remonter maintenant. Peut-être. Non. Je savais que ce n'était pas vrai. La poubelle avait été sortie il y a quelques jours. Je m'en souvenais parce que c'était moi qui l'avais traînée au trottoir la dernière fois. C'était récent. Trop récent. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. Ma respiration était courte, comme si je ne pouvais pas avoir assez d'air. Ce n'était pas juste un déchet mal placé. C'était une preuve ou du moins le premier indice. Mes mains tremblaient quand j'ai rabattu le couvercle, ma vision se rétrécissant. Le monde autour de moi semblait distant, les lampadaires trop faibles, la nuit trop calme. Je me suis tourné vers la maison, mais soudain, tout y semblait faux. La lumière du porche était encore allumée, projetant une lueur tamisée sur la porte. Léa la laissait toujours pour moi. Un petit geste simple que je trouvais réconfortant. Mais ce soir, ça semblait vide. Faux. La maison elle-même, trop propre. Trop parfaite. Les rideaux tirés juste comme il faut, les coussins du canapé légèrement ajustés, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir mais ne voulait laisser aucune trace. Je suis entré, refermant la porte doucement derrière moi. L'air à l'intérieur était lourd. Chargé. Comme si quelque chose y traînait longtemps après qu'il aurait dû partir. J'ai traversé le salon lentement, mais pas à peine audible sur le parquet. Mes yeux scannaient l'espace, cherchant quelque chose n'importe quoi de déplacé. La table basse était essuyée. Pas de tasse oubliée, pas d'assiette du dîner. La couverture sur le canapé était pliée avec soin, trop soigneusement. Léa ne la pliait jamais. Elle la laissait toujours en boule dans le coin. Quelque chose clochait. Mon pouls battait dans mes oreilles tandis que je me dirigeais vers la chambre. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement, les gonds grinçant à peine. Et elle était là. Léa. Allongée sous les couvertures, respirant lentement et régulièrement, comme si elle n'avait pas le moindre souci au monde. Comme si elle n'avait pas juste mis toute ma vie en question. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, la fixant, les poings serrés le long du corps. La lueur du réveil projetait des ombres douces sur son visage, ses cheveux étalés sur l'oreiller. Elle semblait si paisible. Si intacte. Et pourtant. Mes tripes se nouaient. Je voulais la secouer pour la réveiller. Je voulais exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'au fond, je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle mentirait. Elle me manipulerait.
Me traiterait de fou. Rirait. Me dirait que j'étais parano, que j'étais surmené, que je devais me reposer. Je n'allais pas lui donner cette chance. J'ai fait un pas en arrière lentement, agrippant le chambranle tandis que mon esprit s'emballait. Il me fallait être sûr. Il me fallait des preuves. Et j'allais les obtenir. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Allongé dans le lit, je fixais le plafond, mon esprit bouillonnant de mille pensées, aucune menant à une réponse que je voulais entendre. La maison était calme, sauf pour la respiration régulière de Léa à côté de moi. Je sentais la chaleur de son corps sous les couvertures, mais elle semblait distante. Étrangère. Il me fallait la vérité. Et je savais exactement qui pouvait m'aider à l'obtenir. Mon père, Jean, était un ancien policier. Il avait passé plus de 30 ans dans la police, passant de simple agent à inspecteur respecté. Même à la retraite, il n'avait jamais vraiment décroché. Il lisait encore les rapports criminels, suivait les ragots du commissariat, et avait un instinct plus affûté que la plupart des inspecteurs en activité. Si quelqu'un pouvait découvrir la vérité, c'était lui. Je n'ai pas perdu de temps. Le lendemain matin, je suis allé directement chez mes parents. Ma mère, Martine, a ouvert la porte, son expression s'adoucissant en me voyant. « Tu as l'air épuisé », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. J'ai ri sèchement. Nuit longue. Mon père était déjà assis à la table de la cuisine, sirotant son café noir, un journal plié soigneusement devant lui. Il a levé les yeux, sentant immédiatement que quelque chose clochait. « Parle », a-t-il dit simplement. Alors je l'ai fait. Je leur ai tout raconté et l'épuisement, la distance, les petites choses que j'avais ignorées pendant des mois. Et puis, je leur ai parlé de la poubelle. Du préservatif usagé. De la prise de conscience que Léa et moi n'avions pas été proches depuis des mois. La main de ma mère a volé à sa bouche, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Mon père, lui, s'est adossé à sa chaise, frottant sa mâchoire. Il est resté silencieux un moment, digérant tout. Puis il a soupiré et reposé sa tasse. « On va découvrir », a-t-il dit. Sa voix était calme, stable. Mortellement sérieuse. Mon père avait fait de la filature autrefois, quand il était inspecteur, donc c'était naturel pour lui. Pas besoin de gadgets high-tech ou de traceurs sophistiqués, juste de l'expérience, de la patience et un œil vif pour les détails. Première étape, déchiffrer l'emploi du temps de Léa. Je leur ai dit tout ce que je savais. Elle n'avait pas de boulot, donc pas d'horaire de bureau. Elle passait beaucoup de temps à la salle de sport, suivait des cours d'art 2 fois par semaine, et retrouvait parfois des amis pour un café ou un brunch. Elle n'avait pas de voiture à elle, donc elle prenait des VTC ou empruntait la mienne quand elle devait aller quelque part. Ça donnait un avantage à mon père. Elle pense être prudente, a-t-il marmonné. Elle ne l'est pas. Il a commencé à la filer dès le lendemain. Comme Léa ne se doutait de rien, elle ne regardait pas par-dessus son épaule. Elle ne vérifiait pas les voitures qui la suivaient. Elle n'hésitait pas avant d'entrer quelque part. Elle était négligente. Et ça rendait facile pour mon père de suivre ses déplacements. Les 2 premiers jours, elle suivait sa routine habituelle: sport le matin, café avec des amis l'après-midi, puis rentrer avant que je finisse le boulot. Rien de suspect. Mais le 3e jour, les choses ont changé. Mon père m'a appelé en plein service. « Elle est dans un hôtel », a-t-il dit, la voix tendue. Un hôtel. J'ai failli lâcher le téléphone. « Quelle chambre ?» ai-je demandé, les poings serrés. « 4e étage », a-t-il dit. Elle s'est enregistrée il y a environ 20 minutes. Quelqu'un l'a rejointe. Je n'ai pas vu clairement, mais il est jeune. Blond. Athlétique. J'ai senti ma poitrine se serrer. « Tu peux avoir des preuves ?» ai-je demandé. « J'y travaille déjà », a répondu mon père. Pendant que mon père surveillait depuis le parking, ma mère a pris une approche plus directe. Elle avait un don pour jouer l'innocente, pour mettre les gens à l'aise tout en tirant discrètement des infos. Elle est entrée directement dans le hall de l'hôtel, jouant la vieille dame confuse cherchant une réception de mariage d'une amie. Elle a discuté avec la réceptionniste, prétendant mélanger les dates, s'excusant pour son erreur. Et puis, comme en passant, elle a jeté un œil nonchalant au registre d'enregistrement derrière le comptoir. C'est là qu'elle l'a vu. Le nom de Léa. Enregistré dans la chambre 417. Mais ce n'était pas juste son nom sur la réservation.
C'était le sien et celui de quelqu'un d'autre. David Renaud. Ma mère a mémorisé le nom avant de remercier la réceptionniste et de sortir, le cœur battant. Elle a appelé mon père immédiatement. Elle est en 417, a-t-elle chuchoté. Et elle n'est pas seule. Mon père était garé dehors, surveillant l'entrée comme un faucon. Il n'a pas fallu longtemps pour que Léa et son mystérieux compagnon sortent ensemble. Elle souriait. Riait. Secouait ses cheveux comme une femme sans le moindre souci au monde. Et lui? Il avait l'air suffisant. Comme s'il avait gagné quelque chose. Comme s'il sortait de cet hôtel avec un trophée. Mon père a pris plusieurs photos depuis sa voiture. Léa et David debout près l'un de l'autre. La main de Léa effleurant son bras. David se penchant, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Preuve. Indéniable, humiliante. Mon père n'a pas bougé. Il ne les a pas confrontés. Pas encore. Au lieu de ça, il a attendu. Observé. Les a laissés croire qu'il s'en était tiré. Quand Léa est rentrée ce soir-là, elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, demandé comment s'était passée ma journée, et s'est blottie sur le canapé comme si elle n'avait pas été avec un autre homme quelques heures plus tôt. J'ai joué le jeu. Je l'ai laissé croire qu'elle était en sécurité. Parce que je n'allais pas juste la confronter. Non, j'allais l'enterrer. Et ce n'était que le début. J'avais passé les derniers jours à faire semblant. À faire comme si tout allait bien. À faire comme si je ne savais pas. À faire comme si, quand Léa m'embrassait pour me dire bonne nuit, je ne me sentais pas dégoûté. Mais au fond, je bouillonnais. Chaque regard. Chaque contact. Chaque mot sortant de sa bouche était du poison. Et le pire? Elle n'avait aucune idée que je savais. J'avais vu les photos. J'avais les preuves. Léa, souriante, riant comme une ado. Ses mains partout sur ce blondinet, David Renaud. Ils s'étaient enregistrés ensemble dans un hôtel. J'avais toutes les raisons de la confronter là, tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que quelque chose ne collait pas. Si elle était assez audacieuse pour filer à l'hôtel, qu'est-ce qu'elle était assez audacieuse pour faire d'autre? Et puis, j'ai eu une pensée horrible. Et si elle le ramenait ici? Chez nous? Il me fallait savoir avec certitude. Mon père et ma mère avaient déjà fait plus que leur part pour réunir des preuves. Ils avaient suivi Léa. Suivi ses mouvements. Pris des photos. Mais maintenant, il me fallait des preuves vidéo. Et la seule façon de les obtenir? Poser un piège. Alors je lui ai donné l'opportunité. Ce vendredi matin, j'ai mentionné nonchalamment que je devais faire un double service. Boulot à la chaîne, ai-je dit, me frottant les tempes comme si j'étais déjà épuisé. Je ne serai pas rentré avant demain matin. Léa a à peine réagi. Elle m'a juste lancé un petit sourire compatissant et dit, ça craint, chérie. Repose-toi quand tu pourras. C'était tout. Pas d'hésitation. Pas de déception qu'on ne passe pas la soirée ensemble. Juste de l'acceptation. Je n'avais jamais été aussi sûr de ma vie. Elle allait le ramener ici. Et j'allais la prendre sur le fait. J'ai appelé mon père immédiatement après être sorti de la maison. Ça se passe ce soir, lui ai-je dit. T'es sûr à combien? A-t-il demandé. J'ai serré le volant, les jointures blanchissant. À 100%. Il n'a plus posé de questions. Il a juste dit, on gère. À exactement 19h30, mes parents se sont garés quelques maisons plus loin, se fondant dans la rue banlieusarde calme. Mon père avait ressorti ses instincts d'inspecteur, observant aux jumelles, notant chaque mouvement. Et puis, à 20h04, une voiture s'est garée dans mon allée. Pas la mienne. La sienne. Une berline argentée élégante. David Renaud en est sorti comme s'il était chez lui, en tenue de sport, l'air décontracté et sûr de lui. Il a marché droit à la porte d'entrée et a frappé. Léa a répondu en quelques secondes. Elle l'attendait. Et quand elle a ouvert la porte, mon père a appuyé sur enregistrer. Léa a à peine regardé autour pour vérifier si quelqu'un observait. Elle lui a souri, l'a tiré à l'intérieur par le poignet, et a refermé la porte derrière eux. C'était tout ce dont mes parents avaient besoin de voir. Mais ils n'avaient pas fini. Ma mère, la belle-mère curieuse mais inoffensive, a eu une idée. Elle a marché droit à la maison, téléphone toujours en train de filmer,
et a frappé à la porte. De l'intérieur, des voix étouffaient le rire de Léa. Une voix d'homme. Puis silence. Léa a entrouvert la porte, juste assez pour voir ma mère debout là, le visage parfait de confusion et d'inquiétude. « Oh » a balbutié Léa. « Martine. Qu'est-ce que vous faites là ?»« Ma chérie » a dit ma mère, regardant par-dessus l'épaule de Léa comme si elle cherchait mon père. « Mon fils est là ?» J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. Léa a hésité. « Non, non, il bosse. » Une ombre a bougé derrière elle. Ma mère a fait semblant de ne pas remarquer, mais son téléphone filmait toujours. « Vraiment » a dit ma mère, la voix teintée de fausse inquiétude. « Parce que j'ai cru voir sa voiture dehors. » Le visage de Léa a blêmi. Elle a bafouillé quelque chose sur le fait que j'avais pris un covoiturage, mais ma mère n'a pas insisté. Elle a juste souri doucement, hoché la tête, et est partie repartant avec plus de preuves que je n'aurais pu en demander. Le clou final dans le cercueil. La vidéo était indéniable. La porte qui s'ouvre. Léa tirant David à l'intérieur. Le rire. La voix d'un autre homme dans ma maison. J'étais assis dans ma voiture plus tard cette nuit-là, regardant la vidéo encore et encore, les poings si serrés que je pensais casser quelque chose. Mais rien ne m'a préparé à ce que j'ai vu ensuite. Mon père, toujours pro, avait filmé le moment où Léa a laissé entrer David. Mais ma mère, le génie qu'elle était, avait continué à filmer même après être partie. Elle était revenue à leur voiture, avait baissé légèrement le téléphone mais n'avait jamais arrêté. Et juste avant de monter, elle a capturé un dernier aperçu par la fenêtre du salon. Léa et David. Sur mon canapé. David torse nu. Léa assise sur ses genoux, les bras autour de ses épaules. Complètement à l'aise. Complètement indifférent. Il ne chuchotait pas. Il ne se cachait pas. Il riait. Comme si c'était leur maison. Comme si j'étais le pigeon qui se tuait à la tâche pendant qu'ils profitaient de la vie que j'avais construite. Je n'avais jamais ressenti une rage pareille auparavant. Pas juste de la colère. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui bouillonnait en moi si fort que j'ai dû agripper le siège pour ne pas rentrer direct et tout démolir. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis forcé à rester calme. Parce que je n'avais pas fini. Léa pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir roulé. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'avais les preuves. J'avais les vidéos, les photos, les preuves irréfutables que Léa m'avait trahi de la façon la plus humiliante possible. Pas juste avec un mec random, mais dans ma maison. Sur mon canapé. J'aurais dû exploser. J'aurais dû défoncer la porte cette nuit-là et les virer tous les deux. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que ça aurait été trop facile pour elle. Léa pensait être maligne. Elle pensait être intouchable. Mais elle avait oublié une chose. Je suis patient. Et je savais que si je jouais bien mes cartes, elle ne regretterait pas juste, elle serait humiliée. Du genre dont on ne se remet pas. Alors j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine comme si de rien n'était. Léa était près du comptoir dans un de mes t-shirts, sirotant son café, scrollant sur son téléphone. Elle a levé les yeux et souri, comme si elle ne cachait pas la plus grande trahison de ma vie. « Bonjour, chérie », a-t-elle dit nonchalamment. J'ai forcé un sourire et l'ai embrassé sur la joue. Il m'a fallu tout pour ne pas reculer. « Bonjour », ai-je dit. « J'ai une surprise pour toi. » Ses sourcils se sont haussés de curiosité. « Ah !» Je me suis appuyé au comptoir, gardant la voix légère. « Ouais, je me disais, on est tous les deux si occupés ces temps-ci. On n'a plus de temps l'un pour l'autre, tu sais ?» Léa a hoché la tête, prenant une autre gorgée de café. « Ouais, tu bosses tellement. On a à peine le temps de s'amuser. » J'ai failli rire. S'amuser ? Oh, elle s'amusait beaucoup pendant que je me tuais à la tâche. Exactement, ai-je dit à la place. C'est pour ça que je veux faire quelque chose de spécial pour toi. Une petite surprise, juste pour te montrer combien je t'apprécie. Son visage s'est illuminé. Vraiment ? Ouais, ai-je hoché la tête. Je me disais qu'on pourrait organiser une petite réunion. Juste un petit rassemblement. Famille, amis proches. Quelque chose de sympa. Tu le mérites. Léa a rayonné.
Elle a vraiment rayonné. Cette femme n'avait aucune idée. C'est trop mignon, a-t-elle dit, tendant la main pour serrer la mienne. Quand? Ce samedi, ai-je dit. Je m'occupe de tout. Toi, détends-toi et profite. Elle a souri, complètement dans le brouillard. Je t'aime. J'ai souri en retour. Moi aussi. Dès que je suis sorti de la maison, j'ai lâché le masque. J'ai pris mon téléphone et commencé les appels. D'abord, mes parents. C'est samedi, leur ai-je dit. T'es prêt? A demandé mon père. Oh, je n'ai jamais été plus près, ai-je répondu. Ma mère a soupiré. Elle va le regretter jusqu'à la fin de ses jours. C'est le plan, ai-je dit. Puis, j'ai appelé les parents de Léa. Je leur ai dit que je organisais une soirée surprise d'appréciation pour Léa, et ils étaient ravis. C'est tellement gentil de ta part, a roucoulé sa mère. Elle a de la chance de t'avoir. Oh, l'ironie. Ensuite, ses amis. J'ai veillé à inviter celle à qui elle se vantait toujours, celle qui pensait qu'on formait le couple parfait. Enfin, j'ai appelé David Renaud. Ouais, exactement. Je l'ai invité aussi. Avec un numéro masqué, j'ai envoyé un message en me faisant passer pour Léa. Hey chérie, j'ai une surprise pour toi samedi. Chez moi. 19h. Entre direct quand t'arrives. Hâte de te voir. Je savais qu'il mordrait. Il était assez bête pour parader avec ma femme comme s'il était le patron, bien sûr qu'il allait gober. Les jours suivants, j'ai joué le mari parfait. J'ai fait à dîner. Je lui ai envoyé des textos mignons toute la journée. Je lui ai même acheté une robe, lui disant de la porter pour la soirée. Elle était si heureuse. Et à chaque fois qu'elle me souriait, m'embrassait, me disait combien elle était excitée pour samedi, je sentais l'orage en moi grandir. Parce qu'elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit dans sa propre chute. Le samedi est arrivé, et l'air était électrique. J'avais passé toute la journée à m'assurer que tout était parfait. La maison était impeccable. Les boissons au frais. La nourriture disposée sur la table de la salle à manger comme une célébration parfaite d'amour et de dévotion. Léa flottait dans la maison, rayonnante. Elle portait la robe que je lui avais achetée, tournoyant devant le miroir comme une mariée le jour de son mariage. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit à son propre enterrement. À 19h, la maison était pleine. Les parents de Léa sont arrivés les premiers, apportant une bouteille de vin, souriant chaleureusement en nous serrant dans leurs bras. Mes parents ont suivi peu après, l'expression indéchiffrable. Puis les amis de Léa, riant, complimentant sa robe, lui disant combien elle avait de la chance d'avoir un mari qui se souciait autant. Si elle savait. Je gardais la voix légère, l'attitude décontractée. Je serrais des mains, faisais des câlins, jouais le mari attentionné. Mais dessous, j'attendais. Puis, à 19h45, David Renaud a franchi la porte d'entrée. Le visage de Léa a blêmi. Elle ne l'avait pas invité. Elle ne savait même pas qu'il venait. Mais il était là, dans l'encadrement, souriant comme un idiot. Les yeux de Léa ont fusé vers moi. Je n'ai pas. J'ai posé une main sur son épaule, serrant doucement. T'inquiète, chérie. J'ai trouvé sympa d'inviter tous ceux qui comptent pour toi. Elle a dégluti difficilement. Oh, ouais. C'est gentil. David, toujours aussi clueless, est entré, regardant autour. Il s'était habillé chic, pensant probablement que Léa avait prévu une surprise romantique pour lui. Il s'est dirigé droit au bar, complètement inconscient qu'il venait de marcher dans un piège. Les pièces étaient en place. Il était temps pour le spectacle. J'ai teinté mon verre, attirant l'attention de tous. La pièce s'est tue tandis que les invités se tournaient vers moi. Léa était à mes côtés, essayant encore de digérer ce qui se passait. D'abord, ai-je dit en souriant, merci à tous d'être venus ce soir. Ça compte beaucoup pour Léa et moi d'avoir notre famille et nos amis proches ici. Des murmures d'approbation, des verres levés. Léa a forcé un sourire crispé, se dandinant mal à l'aise. Je voulais faire quelque chose de spécial pour ma femme, ai-je continué, parce qu'elle est une femme incroyable. Si travailleuse. Si dévouée. Léa a expiré légèrement, se détendant. Elle pensait que le moment de tension était passé. Elle avait tort. Alors, pour montrer combien je l'apprécie, ai-je poursuivi,
attrapant la télécommande, j'ai monté une petite vidéo. J'ai tapé sur mon téléphone, miroirant l'écran sur l'immense télé accrochée au mur. Le sourire de Léa s'est figé. Les invités se sont tournés vers l'écran, s'attendant à un diaporama de souvenirs heureux, peut-être avec une musique romantique en fond. Au lieu de ça, la vidéo a commencé. Et la pièce est tombée dans un silence absolu. La première image montrait Léa ouvrant la porte d'entrée mais pas pour moi. Pour David. La vidéo, prise depuis la voiture de mon père, était cristalline. Léa tirant David à l'intérieur. Riant. Ses mains traînant sur lui. Le clip suivant était dans la maison, depuis le téléphone de ma mère. Léa dans le salon, David juste derrière. Leur voix passait par les haut-parleurs. Ton mari est là. Non, il bosse tard. Un rire nerveux a parcouru la foule. Ce n'était pas de l'amusement, c'était le rire gêné que les gens font quand ils ne savent pas comment réagir à l'horreur. Léa a octé, avançant vers moi, le visage tordu de panique. Éteins ça. Mais je ne l'ai pas fait. La vidéo continuait. Le moment où ma mère a frappé à la porte, et Léa a sursauté, se reprenant à la hâte. Le mensonge qu'elle a servi au visage de ma mère. La façon dont David s'était caché dans le couloir, attendant qu'elle parte. Et puis, le coup final, Léa et David sur le canapé. Lui torse nu. Elle a califourchon sur lui. Riant. Aucun souci au monde. Les invités fixaient, horrifiés. La mère de Léa a poussé un grand hoquet, la main sur la bouche. Le visage de son père est devenu rouge foncé, la mâchoire si serrée que je pensais qu'il allait se casser les dents. Léa a craqué. Elle s'est jetée sur la télécommande, mais je me suis reculé, la tenant hors de portée. Éteins Cécédia, a-t-elle hurlé. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Léa a pivoté, ses yeux larges et désespérés balayant la pièce, cherchant quelqu'un pour la défendre. Personne ne l'a fait. Ce n'est pas ce que ça semble, a balbutié Léa, les mains tremblantes. Vraiment, ai-je dit, la voix calme. Parce que pour moi, c'est plutôt clair. Elle s'est tournée vers ses parents, suppliante. Maman. Papa. Vous savez que je ne ferai jamais. Sa mère a secoué la tête, les yeux pleins de larmes. Léa, je l'ai vu de mes propres yeux. Le père de Léa a fait un pas en avant. C'est pour ça que t'es si distante ces temps-ci? Sa voix était basse, dangereuse. C'est ça que tu faisais dans le dos de ton mari? Léa a pivoté sur David. Pourquoi t'es venu ici, a-t-elle sifflé, la panique dans la voix. David a enfin compris ce qui se passait. Son sourire idiot a disparu. Ses mains se sont levées en défense. Ouah, attends, c'est toi qui m'as invité, tu te souviens. Léa s'est figée. Ses yeux ont fusé vers moi. Et puis, enfin, elle a compris. Je l'avais piégée. Je l'avais appâtée pour qu'elle invite sa propre chute. Le poids du moment l'a frappée comme un camion. Son visage s'est effondré. Elle ne pleurait pas encore, mais elle était proche. J'ai fait une erreur, a-t-elle chuchoté, à peine audible. Chérie, s'il te plaît, on peut en parler. Je l'ai fixé un long moment. Puis, j'ai éteint la télé. La pièce est restée silencieuse. Les dégâts étaient faits. Léa était là, tremblante, comme une enfant perdue. Et j'ai juste souri. Parce que ça. C'était juste le début. Le silence dans la pièce était étouffant. Léa était figée au centre, le visage pâle, les lèvres tremblantes. Ses mains frémissaient le long de son corps, comme si elle voulait attraper quelque chose en moi, peut-être, ou une bouée invisible qui n'existait pas. Son monde venait de s'effondrer devant tout le monde. Et je n'avais pas fini. Léa a pris une inspiration tremblante, ses yeux passant de moi à ses parents, puis aux invités qui venaient de voir sa trahison se dérouler sur grand écran. Chérie, s'il te plaît, on peut en parler. Sa voix était à peine un murmure, fragile, désespéré. J'ai penché la tête, faisant semblant de réfléchir. Puis, calmement, j'ai dit, non. On ne peut pas. La pièce était morte. Léa a tressailli comme si je l'avais giflée. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle balbutié, la voix brisée. C'était une erreur, je le jure. Je t'aime. J'ai failli rire. L'amour? J'ai expiré lentement et glissé la main dans ma poche.
Tu m'aimes, ai-je répété. Drôle. T'avais pas l'air d'une femme amoureuse quand tu riais sur mon canapé avec lui. Léa s'est tournée vers ses parents, les yeux suppliants. Maman, papa, s'il vous plaît, a-t-elle étouffé. Vous savez que je... Assez. La voix de son père était glaciale. La bouche de Léa s'est refermée. Sa mère avait des larmes aux yeux, mais il y avait autre chose sur son visage, quelque chose proche de la honte. Léa s'est retournée vers moi, déglutissant difficilement. S'il te plaît, on peut arranger ça. On peut. J'ai levé la main, la coupant. Léa, ai-je dit, la voix égale. Je n'ai rien à arranger. J'ai déjà tout géré. Elle a cligné des yeux. Confuse. Méfiante. L'air dans la pièce a changé. Les gens se sont penchés légèrement, sentant le coup final arriver. J'ai sorti une enveloppe de ma poche et l'ai jetée sur la table basse. Elle a atterri avec un bruit sourd, mais le poids de ce qu'il y avait dedans était tout sauf léger. Les yeux de Léa ont glissé dessus. C'est quoi, a-t-elle demandé, la voix à peine audible. Les papiers du divorce, ai-je dit simplement. La pièce a explosé en murmures. Léa a reculé d'un pas, secouant la tête. Quoi? Non. Non, tu ne peux pas. Je les ai déposés ce matin, ai-je continué, la voix calme, contrôlée. Pendant que tu textotais ton petit copain, j'étais occupé à mettre fin à cette blague de mariage. Son souffle s'est bloqué. Mais... Et, les jeux coupés, sortant un autre dossier, pour que tu n'aies pas l'idée de traîner ça en longueur, j'ai fait rédiger un petit plan de sortie par mon avocat. J'ai brandi un relevé bancaire imprimé, celui qui montrait un solde zéro sur nos comptes communs. Léa l'a fixé, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est? J'ai vidé nos comptes, ai-je dit. Jusqu'au dernier centime. Elle a octé, trébuchant légèrement. Tu ne peux pas faire ça. Oh, si, je peux, ai-je dit avec un sourire narquois. Et je l'ai fait. Le compte était aux deux noms, tu te souviens? J'ai juste pris une petite décision exécutive pour déplacer l'argent quelque part en sécurité. Quelque part où tu ne peux pas y toucher. La respiration de Léa est devenue erratique. Sa poitrine montait et descendait en mouvement paniqué. Mais, qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai poussé un faux soupir, feignant la sympathie. Oh, ne t'en fais pas. J'ai fait tes valises. Les yeux de Léa se sont écarquillés d'horreur. J'ai gesticulé vers la porte d'entrée. Juste à côté, 2 valises étaient posées, soigneusement fermées, zippées, prêtes à partir. Ses mains ont volé à sa bouche, étouffant un sanglot étranglé. Les invités regardaient en silence stupéfait, se dandinant mal à l'aise en assistant à l'effondrement total de son monde en direct. David Renaud, qui était resté étrangement silencieux tout du long, a commencé à s'approcher lentement de la porte. Même pas en rêve, ai-je dit, à peine lui jetant un regard. Tu la voulais? Tu vas la gérer. Léa s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés, pleins de désespoir pur. David. David avait l'air horrifié comme un rat piégé. Il a dégluti, reculant. Je ne savais pas tout ça, mec. Je pensais? Tu pensais quoi, ai-je craqué? Que tu pouvais te faufiler dans ma maison, utiliser ma femme, et t'en aller comme si de rien n'était. David n'a pas répondu. Il cherchait déjà une échappatoire. Léa a pivoté vers moi, des larmes coulant sur son visage maintenant. S'il te plaît, a-t-elle sangloté. Où je suis censé aller? J'ai haussé les épaules. Pas mon problème. Léa m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Comme si la réalisation s'enfonçait enfin. Elle avait perdu. Complètement. Totalement. Publiquement. Je voyais la honte, le regret, l'horreur pour la submerger. Elle ne pleurait pas parce qu'elle m'avait perdu, elle pleurait parce qu'elle avait tout perdu. Et c'est là que j'ai dit les mots qui ont scellé son sort. Tu as fait ton lit, Léa, ai-je dit, la voix basse, stable. Maintenant, va-t-y coucher. La pièce est restée morte. Léa a laissé échapper un sanglot brisé, les épaules tremblantes. Et puis, enfin, elle a pris ses valises. Ses mains tremblaient en attrapant la porte, se retournant une dernière fois, peut-être espérant de la pitié, peut-être attendant que je revienne dessus. Je l'ai juste fixé. Impassible. Impardonnable.
Elle a ouvert la porte, entrant dans la nuit froide. Et avec un dernier moment dévastateur d'humiliation, Léa est sortie de ma vie pour toujours. Et comme ça, c'était fini. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. La porte a claqué derrière Léa. Le bruit a résonné dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le poids de ce qui venait de se passer planait, épais et étouffant. L'épouse parfaite, la partenaire aimante, la femme que tout le monde pensait avoir un mariage de conte de fées et exposée comme rien d'autre qu'une imposture. Elle était partie. Et je ne regardais pas en arrière. J'ai pris une profonde inspiration et me suis tourné vers la foule stupéfaite. Les parents de Léa semblaient brisés, le visage de sa mère strié de larmes silencieuses, la mâchoire de son père serrée si fort que je pensais qu'il allait se casser les dents. Mes parents se tenaient raides, me regardant avec une expression indéchiffrable. Les amis de Léa, autrefois si bavardes et admiratives, évitaient maintenant le contact visuel, fixant leur verre ou se dandinant mal à l'aise. David Renaud, l'excuse pathétique d'homme qui avait aidé à détruire mon mariage, était toujours près de la porte figé, comme s'il attendait le bon moment pour filer. « Tu devrais partir aussi, lui ai-je dit, la voix tranchante comme du verre. David a tressailli. Tout de suite, ai-je dit, le coupant. Il n'a pas hésité cette fois. Il s'est tourné et a presque couru hors de ma maison, disparaissant dans la nuit, suivant Léa dans les ruines qu'ils avaient construites ensemble. J'ai expiré, me sentant plus léger que depuis des années. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, laissant la réalité de ma nouvelle vie s'installer, avant que mon téléphone vibre. Je l'ai sorti de ma poche. Léa. Les messages arrivaient vite, chacun plus frénétique que le précédent. Léa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Léa, j'ai merdé, je sais, mais on peut t'arranger. Léa, où je suis censé aller? Léa, je t'aime. Léa, ne me jette pas comme ça. J'ai fixé l'écran, illisible. La femme qui m'avait trahi pendant des mois suppliait pour une seconde chance seulement maintenant, après avoir tout perdu. Et puis, comme si elle sentait que je ne répondais pas assez vite, ces messages ont pris un tournant. Léa, tu ne peux pas m'humilier comme ça devant tout le monde. Léa, t'es tellement cruelle. Léa, comment t'as pu m'y faire cesser d'IA? Léa, réponds-moi. J'ai éteint mon téléphone. Elle ne méritait pas de réponse. Léa ne perdait pas juste moi. Elle perdait tout. La maison? À moi. Elle n'avait aucun droit légal dessus. Notre argent? Parti. Les comptes vidés avant qu'elle puisse toucher un centime. Sa réputation? Détruite. À la fin de la nuit, les invités qui l'admiraient autrefois chuchotaient dans son dos. Ils avaient vu la vérité. Ils avaient vu sa destruction en 4K. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Elle n'avait nulle part où aller. Ses parents, humiliés au-delà des mots, n'allaient pas l'accueillir à bras ouverts. Ses amis, celles qui riaient et potinaient avec elle au brunch, ne se précipitaient pas pour l'aider non plus. Personne ne voulait être associé à la disgrâce. Et David? Ce lâche n'allait pas la sauver. Il avait fui comme un chien apeuré, réalisant que le frisson volé avec Léa ne valait pas le bordel dans lequel elle était maintenant. Elle était seule. Et pour la première fois, elle le savait. J'ai jeté un dernier regard autour de ma maison. Elle semblait différente. Plus légère. Comme si le poids que je portais depuis si longtemps s'était enfin levé. Et puis, j'ai pris mes clés de voiture et suis sorti. Léa était encore dehors, debout dans l'allée, le visage strié de larmes. Ses valises étaient à côté d'elle, intactes, comme si elle n'avait pas encore accepté que c'était réel. Dès qu'elle m'a vu, elle a trébuché en avant. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, la voix rauque, désespérée. S'il te plaît, je te supplie. Je n'ai même pas ralenti. Je suis passé devant elle comme si elle n'existait pas. Elle a tendu la main, attrapant mon bras. Ne fais pas ça. Je t'aime. Je me suis arrêté. Retourné. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti en la regardant. Pas de colère. Pas de tristesse. Même pas de haine. Juste rien. Tu ne m'aimes pas, ai-je dit, la voix froide. Tu aimais la vie que je t'ai donnée. Et maintenant, elle est finie. Les lèvres de Léa se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti.
J'ai dégagé mon bras et je suis parti. Elle s'est effondrée à genoux, sanglotant dans ses mains. Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas hésité. Parce que Léa était mon passé. Et je ne regardais pas en arrière. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Léa après ça. Peut-être qu'elle a trouvé un canapé où squatter. Peut-être qu'elle a supplié David de la prendre, pour réaliser qu'il n'était rien d'autre qu'une erreur qui lui avait tout coûté. Je m'en fichais. Je ne l'ai jamais recherché. Je n'ai jamais demandé de ses nouvelles. Je n'ai jamais laissé son nom franchir mes lèvres. Parce que quand elle a enfin compris le poids total de sa chute, j'étais déjà parti. Partagez votre avis dans les commentaires. Auriez-vous confronté la personne dès que vous avez trouvé le premier indice, ou auriez-vous joué la carte de la patience comme je l'ai fait? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».